Soyons sérieux et honnêtes. Aucun de nos États ne peut nous dire avec exactitude la quantité de minerais qu'il a dans son sous-sol. Aucune réelle cartographie ou donnée actualisée n'a été réalisée. Nous devons nous contenter des études de faisabilité de nos partenaires. Comme si vous aviez de l'argent à la maison et vous demandez à votre voisin, qui en a autant besoin que vous, de venir le compter pour vous et vous dire le montant dont vous disposez. Lorsque je dis à mes oncles que le Mali est 3e producteur d'or, ils me répondent « Alors où est la route pour venir nous voir ?» Lorsque je dis à mes tantes que le Mali pourrait devenir un géant de la production de lithium, elles me demandent « Où sont les hôpitaux ? Pourquoi continuent-elles à mourir en donnant la vie ?» Lorsqu'enfin, j'apprends à mes neveux et nièces que notre pays regorge de plusieurs bassins de pétrole et de gaz encore inexplorés, ils me demandent « Où sont les écoles ? Où sont les universités ?» Les dirigeants qui n'ont pas compris cela sont des dangers pour leur propre pays et pour son développement. Comment le continent le plus riche est le continent le plus pauvre? Les amis, c'est triste. C'est très triste. Je vous laisse écouter ce discours de Fatoumata Diarra. La question de la richesse de nos sous-sols d'un côté et de l'autre la situation de nos populations est hautement paradoxale. Parce que riches, nos sous-sols le sont. Les 2/3 des exportations africaines sont dominées par des matières premières agricoles et des ressources naturelles. Et notre continent, nous le savons tous, possède d'énormes réserves mondiales en ressources minières, en pétrole et en gaz. Par contre, l'exploitation des ressources naturelles contribue en moyenne à 9,9% de notre produit intérieur brut en tant qu'État africain subsaharien, mais ce secteur, tenez-vous bien, n'emploie qu'environ 1% de la population. Comment expliquer que face à toutes ces richesses réelles et potentielles, le secteur minier ne permette de créer plus d'emplois directs et indirects? Il devrait être un véritable levier de développement et impulser les autres pans de l'économie de manière intégrée. Or, c'est tout le contraire qui se produit. Le secteur extractif ne crée pas d'emplois et il n'en créera pas tant que nous ne transformerons pas et tant que nous ne créerons pas de valeur. C'est tout simplement une situation inacceptable qu'il est urgent de modifier. C'est le paradoxe de l'abondance. Le changement passe également par l'interdiction d'exportation brute de nos matières premières. Si nous voulons créer de la richesse, si nous voulons créer des emplois, alors nous devons bannir l'exportation brute. Nous devons dire non à l'économie primitive. Comment, en 2024, nous pouvons accepter de nous limiter à creuser et vendre? Il faut un nouveau modèle. Sans transformation, il n'y a pas de valorisation. Arrêtons de penser à la matière première en tant que telle. L'objectif désormais, la véritable richesse est le produit travaillé et transformé. L'erreur que nous faisons en Afrique, c'est que nous pensons que tout en vendant nos matières premières, nous pourrons développer nos pays. Montrez-moi un pays dans le monde entier qui s'est développé tout en vendant ses matières premières. Il n'y a pas. Il y a même des pays qui n'ont même pas nos matières premières, la quantité de nos matières premières, mais ils se sont développés. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris que ce qui donne de l'argent à un pays, c'est la transformation. Si vous allez à la poissonnerie, pourquoi vous ne demandez pas le poulet vivant? Vous demandez toujours le poulet déjà transformé. Donc c'est la transformation qui développe un pays. Nous ne pouvons jamais nous développer si nous nous contentons uniquement de vendre nos uraniums, nos ors aux Français, aux Russes. Jamais. Nous devons transformer nos matières premières sur place. Et je suis la preuve vivante dans notre domaine, dans l'élevage de poulets. Si vous transformez votre poulet, si vous engraissez et vous transformez vos poulets, vous gagnez doublement. Au lieu de gagner 1000 francs sur un poulet, vous pouvez gagner banalement 2000 sur un poulet. Ça, je suis la preuve vivante. Donc, quel que soit votre domaine, commencez à transformer. C'est la transformation. L'Afrique a besoin de la transformation. On continue. C'est une situation qui fait justement rêver sur le papier. Mais le problème, c'est que nous en soyons encore État africain au stade du rêve. Parce que la réalité est tout autre. Je suis Fatoumata Sidibé Diarra, originaire du Wasolo. Je viens d'un village qui s'appelle Tcheblela, situé près de Yanfoïla.
dans la région de Sikasso, zone minière par excellence du Mali. Lorsque je dis à mes oncles que le Mali est 3e producteur d'or, ils me répondent « Alors où est la route pour venir nous voir ?» Lorsque je dis à mes tantes que le Mali pourrait devenir un géant de la production de lithium, elles me demandent « Où sont les hôpitaux ? Pourquoi continuent-elles à mourir en donnant la vie ?» Lorsqu'enfin, j'apprends à mes neveux et nièces que notre pays regorge de plusieurs bassins de pétrole et de gaz encore inexplorés, ils me demandent où sont les écoles, où sont les universités. Nos populations vivent dans des conditions inacceptables. Les infrastructures sont inexistantes. Ni l'accès minimum à la santé, ni l'accès minimum à l'éducation ne sont assurés. Nous sommes tout simplement spectateurs de l'exploitation de nos propres richesses, de nos biens, de notre propriété. Nous sommes spectateurs dans l'attente des retombées fiscales. Nous sommes spectateurs dans l'attente de la contribution de ce secteur au produit intérieur brut. Nous sommes spectateurs dans l'attente de l'annonce des quantités exploitées par les sociétés minières. Bref, on attend juste qu'on nous paye des impôts. C'est ça qui est la vérité. Comme c'est le cas dans plusieurs autres domaines en Afrique, on est en droit de se demander qu'est-ce qui n'a pas fonctionné ici aussi. Effectivement, il n'y a de richesse que d'hommes. Et notre continent a l'avantage d'avoir une population majoritairement jeune. Il est donc important de faire de ce potentiel une richesse active. Et cela passe par sa montée en capacité, c'est-à-dire sa formation. Or, nous n'avons aucune politique ambitieuse de formation de notre jeunesse à des métiers pour lesquels nous en avons pourtant un réel besoin. Combien sont-ils, nos spécialistes, capables de déchiffrer et d'appréhender les enjeux et les subtilités des contrats que nous avons signés et que nous continuons de signer? Est-ce logique de s'en remettre encore aux grands cabinets internationaux pour nous représenter ou nous défendre, alors que quelquefois leurs intérêts coïncident avec ceux de leur pays d'origine? Est-ce logique d'ignorer tous ces talents potentiels? Une jeunesse qui ne demande qu'à être formée aux standards internationaux, à bénéficier de la recherche et de l'innovation? Eh bien, il faut croire que oui, tant nous minimisons la formation de nos ressources humaines dans ce domaine, que ce soit des techniciens, des juristes, des financiers, et cela est également valable pour les sous-traitants locaux. Parce que, mesdames et messieurs, la technologie ne se quémande pas, elle s'arrache, surtout au niveau d'urgence où nous nous trouvons. Nous avons été passifs en nous disant que c'était dans l'ordre des choses que les investisseurs étrangers chercheraient à s'approvisionner sur place, en établissant des relations avec les fournisseurs locaux, nous faisant bénéficier donc d'un transfert de connaissances. Mais cela n'a pas été le cas, parce que la nature a horreur du vide et que nous avons été incapables de favoriser les champions nationaux, de leur proposer un financement adapté et de les rendre capables de se hisser à un niveau internationalement acceptable. Pensez-vous sérieusement que des pays comme le Japon ou comme la Chine connaîtraient leur situation actuelle s'ils avaient agi de manière passive comme nous le faisons actuellement? Alors, au lieu de nous mettre nous-mêmes en concurrence entre États africains à travers un véritable dumping réglementaire et fiscal, pourquoi ne pas mutualiser nos efforts et créer des structures régionales de formation au métier des mines? Parce que nous avons l'obligation de réinventer notre avenir, de faire de nos potentialités des réalités partagées. Nous ne devons plus nous demander si l'exploitation des richesses minières est source de développement. Nous devons plutôt nous assurer à ce qu'elle le soit effectivement. Ce n'est pas une option, ce n'est plus une option, mais une obligation et une urgence. Il est important aujourd'hui de changer de paradigme et de devenir maître du jeu. Il faut en finir avec le complexe et la paresse intellectuelle qui est la nôtre dans ce domaine comme dans bien d'autres. Si une personne située à des dizaines de milliers de kilomètres du Mali débarque chez nous alors qu'elle ne connaît pas notre pays et qu'elle est prête à prendre des risques, c'est que cela en vaut la peine et qu'elle y trouve un intérêt. Elle ne vient pas nous voir pour de la philanthropie. Si nous n'avons pas compris cela et que nous continuons à nous plier aux exigences des autres et à les laisser maîtres du jeu et de nos destinées, alors nous méritons vraiment d'être recolonisés. Le changement passe donc par plusieurs éléments. Le premier, c'est notre capacité à quantifier ce sur quoi nous sommes assis.
Soyons sérieux et honnêtes. Aucun de nos États ne peut nous dire avec exactitude la quantité de minerais qu'il a dans son sous-sol. Aucune réelle cartographie ou donnée actualisée n'a été réalisée. Nous devons nous contenter des études de faisabilité de nos partenaires. Comme si vous aviez de l'argent à la maison et vous demandez à votre voisin, qui en a autant besoin que vous, de venir le compter pour vous et vous dire le montant dont vous disposez. Cela me rappelle d'ailleurs la citation de feu le président Félix Houphouët-Boigny qui disait « On ne regarde pas dans la bouche de celui qui grille les arachides ». On ne peut pas continuer ainsi. Pour exploiter ou vendre, il faut savoir ce que l'on possède au départ. C'est ce qui va définir notre stratégie. C'est pourquoi il est extrêmement urgent d'établir cette carte géologique précise au possible du sous-sol de nos États. Nous ne devons plus dépendre de la recherche des grandes firmes internationales qui nous informent au gré de leurs intérêts de ceux dont nous disposons. Le changement passe également par l'interdiction d'exportation brute de nos matières premières. Si nous voulons créer de la richesse, si nous voulons créer des emplois, alors nous devons bannir l'exportation brute. Nous devons dire non à l'économie primitive. Comment, en 2024, nous pouvons accepter de nous limiter à creuser et vendre? Il faut un nouveau modèle. Sans transformation, il n'y a pas de valorisation. Arrêtons de penser à la matière première en tant que telle. L'objectif désormais, la véritable richesse est le produit travaillé et transformé. Si nous voulons maximiser le rendement de nos ressources naturelles, il nous faut passer par cela. Et c'est le moment, grâce aux minéraux critiques dont nous disposons. Nous devons avoir pour objectif de dominer le marché du lithium transformé, par exemple. Car la plupart des matières premières utilisées justement pour le développement des technologies vertes proviennent d'Afrique. En dictant le rythme et la qualité de nos exportations, nous pouvons devenir une force irrésistible. Il nous faut engager des politiques courageuses de transformation locale pour générer de la plus-value et de l'emploi. Si l'Afrique commence à transformer ses matières premières, je vous jure, nous allons créer beaucoup d'emplois dans le pays. Oui, je vous donne toujours mon exemple dans le domaine du poulet. Dans le domaine du poulet, il y a les producteurs des œufs, ceux qui produisent des œufs fertiles, il y a ceux qui incubent les œufs, il y a ceux qui engraissent les vrais producteurs parce que vous seuls, vous ne pouvez pas tout faire à la fois. Non, c'est possible, mais c'est difficile. Il y a ceux qui vendent l'aliment, il y a les vétérinaires, c'est toute une chaîne. C'est bon, donc si vous commencez à transformer vos matières premières, vous créez beaucoup d'emplois dans le pays. Et aujourd'hui, pourquoi il n'y a pas d'emploi en Afrique? On a dit que le taux de chômage est élevé en Afrique. Pourquoi? Parce que nous nous contentons de la vente de nos matières premières sans penser à la transformation. Donc la transformation, ça crée énormément d'emplois. Naturellement, les amis, continuons. De même, nous devons favoriser l'éclosion de champions nationaux. Personne ne viendra développer nos pays à notre place. Et toutes les grandes puissances que nous admirons aujourd'hui ont été développées par des champions nationaux, c'est-à-dire de grandes entreprises nationales compétitives à l'international et capables de participer au développement de leur pays d'origine. Au moment de la révolution industrielle, les principaux pays ont vu leur développement reposer en grande partie sur ces entreprises soutenues et encouragées par l'État. Rockefeller aux États-Unis, par exemple, ou l'Allemagne, où ce sont des champions industriels qui lui ont permis de rattraper son retard en moins d'un siècle. Les dirigeants qui n'ont pas compris cela sont des dangers pour leur propre pays et pour son développement. Plus proche de nous, le président Obasanjo du Nigeria a appliqué ce principe et a permis et encouragé l'éclosion de champions nationaux. Je citerai le groupe Dangote dans le ciment ou Elumelu dans la banque. Il est donc urgent de mettre en place un véritable écosystème de compétences. Nous devons faire monter justement en compétences nos ressources humaines, nos techniciens, nos juristes, nos financiers, en capacité d'appréhender les enjeux de ce secteur extrêmement complexe. Nous devons clairement appliquer le capitalisme national. Et n'ayons pas peur des mots, appelons-le le protectionnisme, et cela sans aucune honte. Compter d'abord et toujours sur nous-mêmes et croire en nos propres capacités. Les amis, nous sommes à la fin de cette vidéo. Ceux d'entre vous qui ont besoin de lancer un business, notamment dans l'élevage de poulets, c'est ça que je fais
Et je viens de dire, c'est mon seul business à l'heure actuelle. Et je transforme, je produis et je transforme aussi. Donc si toi aussi, tu veux te lancer dans cette activité, contribuer à l'autosuffisance alimentaire de l'Afrique, contacte juste le numéro qui s'affiche ici. On pourra te donner les bonnes informations qui pourront t'aider à installer et à rentabiliser ta ferme. Merci beaucoup, abonnez-vous et mettez vos avis dans les commentaires.